notre première table ronde consacrée à l'habitat et à la mobilité. C'est un thème qui a été évoqué tout à l'heure, pointé par la ministre Agnès Buzyn. Et pour en parler, j'invite Sophie Boissard, Thierry Mallet, Bruno Arbouet et Alexandre Viros à me rejoindre. La ministre tout à l'heure parlait de questions extrêmement concrètes. La taille des quais de gare, la ville est-elle adaptée au rythme des personnes âgées, comment financer la transformation des domiciles, notamment la transformation des salles de bain, puisqu'on sait que c'est un enjeu très important pour le maintien à domicile des seniors. Il y a aussi la question des robots. Je vous en prie, prenez place. Allez-y, je vous en prie. Donc nous allons parler de ces questions. Laissez-moi donc vous présenter nos 4 intervenants. Bruno Arbouet, bonjour. Vous êtes directeur général d'Action Logement, qui est un acteur incontournable du secteur, héritier du fameux 1% logement. Et vous vous fixez entre autres comme mission d'adapter l'habitat au vieillissement. Vous nous direz comment. Bonjour Sophie Boissard. Vous êtes directrice générale de Korian, qui est le leader européen des maisons de retraite médicalisées. Mais c'est important de le souligner, vous vous adressez aussi aux seniors qui veulent rester à domicile. Bonjour Alexandre Viros. Pour la SNCF, vous êtes le directeur général de e-Voyageurs SNCF. Et à vos côtés, une entreprise concurrente. Thierry Mallet, bonjour. Vous êtes le président directeur général de Transdev. Je précise que vous devrez nous quitter relativement rapidement. C'est la raison pour laquelle je vous donne tout de suite la parole, Thierry Mallet. Il a été question d'un certain nombre d'initiatives très concrètes. Je crois qu'il y a notamment une expérience originale que vous menez, vous, à Transdev, avec vos anciens salariés retraités aux Pays-Bas. Peut-être que vous pouvez commencer par là, très concrètement. Je vous invite, prenez un micro. D'accord. Oui, alors, Transdev, ce sont des femmes et des hommes au service des femmes et des hommes. C'est 82 000 personnes qui transportent tous les jours dans le monde, 11 millions de personnes. Et effectivement, ce que je voulais dire sur le vieillissement, aujourd'hui, une partie de notre population captive historique a toujours été les retraités. Quand on regarde les transports publics, je mets un peu de côté la région parisienne, qui est quelque chose d'un peu particulier. Nous transportons en priorité les enfants qui n'ont pas le permis, en âge scolaire. Ils disparaissent au moment où ils ont le permis. Et puis, ils reviennent au moment où ils n'ont plus le permis et plus leur mobilité. Donc, il y a vraiment, ça fait partie d'une catégorie qu'on transporte et qu'on voit de plus en plus puisqu'elle est en pleine croissance. On a évoqué tout à l'heure le doublement de cette population. Et dans l'âge de la retraite, on voit bien 3 époques. On voit ces jeunes retraités qui sont ravis de retrouver leur voiture. Ils n'ont plus la contrainte horaire, donc ils peuvent facilement utiliser leur voiture. Il y a une deuxième époque plus intermédiaire dans laquelle ils vont effectivement réutiliser les transports publics parce que la voiture, ce n'est pas toujours aussi facile pour des raisons de sécurité. Et puis il y a une troisième époque où même l'accès au transport public n'est plus possible. Ils sont devenus trop fragiles et nous n'arrivons pas forcément à les transporter. Et la nécessité de développer donc des solutions dédiées, on pourrait en parler, très très développées, notamment aux États-Unis, qui est probablement un des pays les plus en avance en ce qui concerne le transport des personnes soit âgées, soit à mobilité réduite. Et pas forcément pour des raisons médicales, hein, mais même pour des raisons de plaisir de se déplacer pour créer du lien. Alors, ce que je voulais évoquer, c'est alors, l'âge aussi chez Transdev est un élément important. Hein. Plus de 48% j'allais dire, l'âge moyen, c'est 48 ans. On dit que plus de 50% des salariés de Transdev ont plus de 50 ans aujourd'hui. Et quand je regarde, même quand on regarde plus de 45 ans, qui est parfois une référence, c'est 60% de la population qui a plus de 45 ans chez Transdev, et c'est même 70% quand on va aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas où on a effectivement une population de conducteurs qui est plutôt assez âgée. Et je voudrais revenir sur les Pays-Bas parce que c'est un pays très intéressant. On en parlait avec Sybille Lemaire au sujet effectivement de l'avancement, de l'intégration. Déjà, on a d'ailleurs beaucoup de conducteurs qui vont jusqu'à l'âge de 70 ans. Et c'est une réponse qui est intéressante parce que c'est une réponse qui répond à la fois à des mobilités un peu difficiles, des mobilités en zone peu dense, où on n'a pas de solution, et qui répond également à l'utilisation des gens après l'âge de la retraite. Ça s'appelle le système du Bird Bus, qui sont finalement des bus de quartier dans lequel est mise à disposition d'une collectivité, plutôt un village, un hameau ou une banlieue, un véhicule de 9 places, qui permet d'ailleurs de transporter des personnalités à mobilité réduite, des personnalités dans des fauteuils, mais qu'on peut conduire avec un permis normal. Et ces véhicules dont la collectivité locale ou l'opérateur assure à la fois l'entretien, la formation, est conduit uniquement par des retraités qui font ça de manière bénévole. Et on voit bien effectivement à la fois le développement de solutions dans des zones peu denses où on a des vrais enjeux qui sont accrus par le fait qu'il y a une partie de la population qui ne peut pas se déplacer. Je mets de côté les gilets jaunes aujourd'hui, mais ça répond aussi à ce besoin-là. Population qui a besoin de solutions. Et le fait qu'on peut y répondre également avec des gens qui ont 60 ans,
65 ans, 70 ans, qui peuvent encore conduire et qui retrouvent une véritable utilité pour la collectivité locale. On a plus de 220 réseaux comme ça aujourd'hui aux Pays-Bas et c'est un gros succès. C'est plutôt en développement et c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite effectivement pouvoir importer en France. Parce que c'est importable en France, vous évoquiez les gilets jaunes, c'est adapté au modèle pavillonnaire par exemple. C'est tout à fait adapté. Alors, il faut trouver effectivement un peu de densité. Il y a besoin de partir effectivement plutôt d'un noyau existant, mais dans des milieux où il y a déjà des associations où les gens travaillent, c'est un complément au transport public, ça permet, et je pense que c'est une bonne solution. C'est un exemple parmi d'autres. Merci beaucoup. Sophie Boissard, on a parlé de la question du maintien à domicile des personnes âgées. Qu'est-ce qu'on doit collectivement améliorer pour que cette question pour que tout ça se passe dans les meilleures conditions? Merci d'abord de m'avoir invité à cette table ronde. Je voudrais peut-être rebondir juste sur l'expérience racontée par Thierry à l'instant. Je pense vraiment que c'est typiquement le maillon qui manque aujourd'hui en France pour permettre à des personnes qui sont fragiles mais qui vivent entourées de proches, qui peuvent avoir une maladie au long cours, un début de Parkinson ou une situation comme ça, pour pouvoir les accompagner chaque jour dans un lieu d'activité où elles ne sont pas toutes seules, où en même temps les proches aidants sont aidés justement et trouvent un peu d'air. Et aujourd'hui, moi je vois fonctionner, donc Korian c'est une entreprise européenne, on est présent dans beaucoup de pays de la vieille Europe, et je vois fonctionner cette solution d'accueil de jour, on appelle ça accueil de jour, très très bien justement aux Pays-Bas, très bien en Espagne, et elle est absolument impossible en France. Absolument impossible en France, parce que justement personne ne veut s'occuper de ce maillon du transport. Et c'est un truc qui me fascine à chaque fois parce que... C'est quoi? C'est dans les têtes? C'est dans les réglementations? Alors, c'est évidemment dans les financements. C'est une compétence du conseil départemental et qui dit aujourd'hui, moi, mes moyens sont extrêmement sollicités. Les familles disent, oui, mais moi, je ne vais pas payer pour un transport tel que c'est aujourd'hui qui est cher. Et puis par ailleurs, moi, je ne peux pas assurer le matin, le soir, je peux le faire pour mes enfants, mais je ne vais pas le faire en plus pour mon parent. Et donc, on a aujourd'hui cette situation qui est une situation de fou. On a finalement des personnes malades ou affaiblies qui restent à domicile avec toute la difficulté que ça peut représenter pour la famille ou l'entourage, des capacités d'accueil théoriques qui sont autorisées et qui ne sont absolument pas utilisées, faute d'avoir réussi à trouver ce maillon manquant. Donc c'est pour ça que je trouve cette idée géniale. Elle permettrait sans doute de répondre à la question des coûts et peut-être de reposer la question différemment pour les conseils départementaux. Le coût pour la collectivité locale il est très limité puisque c'est pas tout à fait du bénévolat. Mais... C'est le véhicule, c'est la mise à disposition de véhicules adaptés puisque le véhicule ça évite d'utiliser son véhicule personnel. C'est l'essence, c'est effectivement la formation des chauffeurs puisqu'on veut qu'ils soient formés. C'est à peu près le coût pour un véhicule de 50 000 € par an pour donner une idée. Et c'est à peu près une vingtaine d'individus par véhicule pour assurer les services réguliers. Et donc, et ça marche extrêmement bien aux Pays-Bas où il y a des services qui démarrent très tôt le matin, se terminent tard le soir et qui sont des véritables... Moi, on va essayer de faire quelques expérimentations en France. On a déjà des collectivités locales qui sont candidates, mais je pense que ça fait tout à fait partie du type de service à intégrer dans ce type. Absolument. Parce que du coup, si je reviens à la question que vous me posiez, qui est finalement comment est-ce qu'on adapte le logement au vieillissement, d'abord, moi, mon expérience, encore une fois, à travers l'Europe, c'est que ça commence très tôt et que les parcours résidentiels, et que je suis complètement convaincue, et c'est aussi pour ça que je trouve que cette initiative du Club Landois est vraiment formidable, que le vieillissement peut être une chance, mais ça peut nous conduire aussi à complètement questionner les modèles dans lesquels on s'est complu ces dernières décennies d'étalement urbain, de zones pavillonnaires qui sont incroyablement inadapté au vieillissement. Parce que ça veut dire qu'on est tout seul dans un logement. Regardez les statistiques de l'INSEE sur la composition des logements des plus de 65 ou plus de 80 ans. Les 2/3 ou les 3/4 ont plus de 4 chambres. C'est des grands logements. En général, il y a un escalier. La chambre est à l'étage. Donc ça veut dire que quand il faut se lever la nuit, quand il faut descendre pour faire ses courses, c'est absolument pas du tout adapté. Et donc en fait, il y a un premier... Et puis par ailleurs, avec aujourd'hui malheureusement la disparition des centres urbains, notamment dans les villes moyennes et dans les petites villes, et finalement les zones commerciales comme étant l'unique lieu où on peut finalement se ravitailler, tout ça suppose des voitures. Et on tombe après sur la question de se déplacer. Et en plus, ça favorise l'isolement, parce que ça veut dire que quand vous êtes dans votre pavillon, à devoir faire vos courses en voiture et n'avoir finalement pas de lieu de sociabilité du quotidien, l'endroit où vous allez prendre votre café, vous asseoir et discuter avec les voisins, c'est vraiment, ça participe de l'isolement.
Et donc je pense que le premier sujet du logement, c'est vraiment de repenser les parcours résidentiels assez tôt et de re-questionner ce modèle de finalement j'ai ma maison remboursée, on l'a vu dans les statistiques qui ont été présentées tout à l'heure, et surtout il faut que j'y reste le plus longtemps possible. Quand on regarde les modèles d'Europe du Nord, et nous on est très actifs en Belgique, très actifs aux Pays-Bas, on voit des parcours résidentiels qui n'ont rien à voir, où les gens, pareil d'ailleurs en Allemagne, où les gens vers 60 ans, enfants élevés, se disent finalement la maison, le jardin, tout ça c'est lourd, je préfère retourner dans un appartement au centre-ville. À 60 ans. Très tôt, je suis en pleine forme, je veux profiter de mon temps libre, je vais voyager, je veux pouvoir aller au cinéma, je veux pouvoir avoir mon club de cartes, etc., m'engager de manière associative. Et c'est plus sympa de le faire dans un environnement collectif, urbain, communautaire, dans lequel j'ai des voisins, je vois des gens. Et donc, je le fais comme... et je suis à chaque fois fascinée. Comme vous l'avez dit, nous exploitons des maisons de retraite, mais pas que. On a beaucoup de résidences-services. Et je suis à la fois fascinée quand je discute avec les personnes qui sont dans nos résidences-services, qui me disent, mais vous qui sont... C'est formidable. Regardez, au pied de mon immeuble, il y a le café, il y a la petite supérette, il y a le club d'activité pour les jeunes ou pour les enfants. Donc il se passe quelque chose. Quand je regarde par ma fenêtre, je vois la vie au quotidien. Et s'il y a un problème, c'est très facile d'aller médicaliser, donc d'apporter le service effectivement au domicile, comme on le disait tout à l'heure, parce que la densité est là. Et donc moi, je suis convaincue, pour en terminer là-dessus, qu'en France, il faut qu'on repense complètement, et c'est urgent de le faire, nos modèles d'urbanisme. Et je voudrais rebondir, c'est mon dernier point, mais je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez présent. Je ne sais pas si vous connaissez la loi dite SRU, qui est une loi, et pour le coup Bruno en reparlera, sur le logement social, qui a vraiment structuré aujourd'hui toute l'organisation spatiale dans les communes, sur la nécessité de faire de la place à des logements sociaux, toute population confondue. Je me demande vraiment, c'est ce qu'ont déjà fait les Italiens par exemple, si au lieu de se dire, voilà, France entière, il faut des quotas de logements sociaux, ce qui est certainement vrai dans certaines parties du territoire, s'il ne faut pas repenser la chose différemment, quand on a des endroits où 100% de la population a plus de 60 ans, s'il ne faut pas repenser finalement les autorisations d'urbanisme en se disant il faut des propositions constructives qui fassent de la place aux seniors, quels que soient leurs revenus. Et ça, aujourd'hui, quand je vois la difficulté qu'on a à accéder à du foncier pour construire en centre-ville des lieux de services ouverts dans lesquels on peut mélanger des cabinets médicaux, des résidences potentiellement de services, des zones d'accueil de jour, et donc créer des vrais pôles d'accueil en centre-ville, parce que le foncier est trop cher, parce que le foncier pas cher est réservé à des programmes de logements sociaux qui ne sont pas pensés avant tout et pour tout pour des populations âgées. Je pense que si on ne prend pas ce sujet-là, et il est pour partie législatif, on ne pourra pas changer les choses, et on continuera à assister à finalement cette perte de substance des centres-villes qui est catastrophique pour une société qui vieillit. Alors ça va être très intéressant d'entendre là-dessus Bruno Arbois tout à l'heure pour nous parler de cette question des lieux où l'on construit. Je voudrais juste donner avant la parole à Alexandre Diros, parce que je voudrais qu'on parle de l'existant pour le moment et la manière dont on connecte ces logements qui sont parfois effectivement peut-être un peu disséminés sur le territoire. Comment ça se passe? Parlez-nous de la manière dont les seniors aujourd'hui organisent leurs déplacements. Merci, et c'était intéressant d'écouter cet échange, parce que la réalité, c'est que de ce qu'on observe chez nous, e-Voyageurs SNCF, c'est l'ensemble du digital client de la SNCF. D'abord, il n'y a pas le senior, et en réalité, il y a quelque chose d'extrêmement contrasté et qui, à mon avis, exagère certains des contrastes qu'on observe dans la société française. Si on prend WeSNCF, donc c'est voyagesncf.com, la réalité, c'est que nos seniors connectés sur WeSNCF sont surconsommateurs de trains, de plus en plus fréquents, beaucoup en première classe, consommateurs de services
est très mobile, alors qu'il y a une sorte d'a priori qui dirait que en fait, le senior peut être le senior, mais comme il n'existe pas, cette phrase ne veut rien dire, mais donc ce senior qui n'existe pas serait rétif et réticent à l'usage du mobile, au maximum au desktop, et c'est pas vrai du tout, parce qu'un senior d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a grandi avec l'e-commerce depuis une vingtaine d'années, et donc ils sont de gros utilisateurs de nos apps. Et donc ça, c'est un premier paradoxe et c'est un enseignement. Il n'empêche qu'on a développé un certain nombre de services autour du bagage, autour du chauffeur, qui permettent de faciliter leur vie, mais pas, on ne les a pas abordés en disant, tiens, voilà ce qu'il faut à nos seniors, simplement ils sont utilisateurs des services. Et ça, c'est à un bout du spectre. Et pour ces gens-là, moi, on ne parle pas finalement de vieillissement. En fait, c'est des seniors. L'âge, pour eux, c'est une formidable chance. Le temps, c'est une opportunité. Et ils en profitent. Et puis, de l'autre côté du spectre, puisque dans ce panorama digital de la SNCF, on a une autre app qui s'appelle l'app SNCF. Je ne veux pas compliquer les choses, mais là, on voit beaucoup plus ce qui se passe dans les trajets du quotidien. Et c'est là qu'il y a le sujet des territoires peu dense. Et là, il y a une exagération. Et là, on voit qu'il y a un trou dans l'offre. Et là, on voit que l'adoption du digital, elle est plus faible. Il y a une statistique qui était assez perturbante, qui disait que dans ces territoires, 30% des très seniors peuvent rester jusqu'à 5 jours sans sortir de chez eux consécutifs. Donc là, c'est évidemment, alors c'est au-delà de la mobilité, mais enfin c'est quand même des assignés à la résidence. Donc on est quand même dans ce monde très paradoxal où les fractures de l'âge peuvent aggraver les fractures et les fractures spatiales. Non mais c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'exagération, c'est exponentiel si vous voulez, il y a une exagération de la fracture spatiale par la fracture de l'âge. Donc ça, on le voit très fort. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont enclenchées. Il y a des choses qui concernent le matériel. On a entendu la remarque de la ministre. On est en train de changer le matériel des TER, des intercités. On travaille dessus aussi sur les TGV pour les rendre plus accessibles. Il y a des solutions digitales, puisqu'on vient de dire qu'en fait, ils étaient, pour certains d'entre eux, assez digitalisés. Donc là, on peut créer des communautés d'entraide. Puis après, il y a la question un petit peu de ces trous de mobilité. Dans les derniers kilomètres. Dans les derniers kilomètres, ça c'est une chose, mais en réalité, c'est vraiment dans les territoires peu denses, dans les territoires où là, la voiture, c'est 100% de leur mode de transport. On dit souvent en France, c'est 82%, la moyenne de l'utilisation de la voiture pour les transports, donc ça baisse pas. On a l'impression que tout change entre les trottinettes, entre les scooters, etc. Et tout change, mais en réalité, c'est que la moyenne, rien ne change. Et rien ne change parce que dans les métropoles, il y a une effervescence d'offres et d'ailleurs, là encore, quand on parle avec nos confrères, on voit là aussi les 10 seniors de métropole sont très à l'aise, ont complètement adopté ces modes de transport. Puis dès qu'on est dans le territoire peu dense, il n'y a pas encore les solutions. Nous, une des convictions qu'on a, je crois qu'on la partage avec Thierry, c'est de dire qu'il y a une partie qui peut être faite aussi par des outils digitaux qui vont mieux connecter différents modes de transport. Par exemple, des options autour du covoiturage, évidemment, où il peut y avoir des volontaires en fait, de l'accompagnement qu'on pourrait structurer autour d'une application. Donc, c'est à peu Alors, près on va parler ça, du digital et des nouvelles technologies. D'un mot peut-être, Thierry Mallet. Oui, parce que malheureusement, je vais devoir vous quitter. Je voulais juste faire un commentaire. C'est qu'en plus, effectivement, du digital, ce qu'on fait de plus en plus, c'est de la formation de personnes âgées, au transport. C'est-à-dire que très souvent, ils utilisaient leur voiture pendant longtemps, et puis la voiture, elle disparaît, on ne peut plus la prendre. Et par exemple, on a mis en place des tutorats, et à Reims, on a une douzaine de tuteurs qui passent leur temps à expliquer à des personnes comment ils peuvent se déplacer, comment on prend les transports publics, comment ça fonctionne, comment éventuellement on utilise une application, mais comment on peut le faire sans application aussi, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'effectivement, certains n'ont jamais pris les transports publics. Ça passe par du contact humain. Oui, et je pense que le contact humain ne doit pas disparaître, et c'est un élément très complet. Et il y a une logique à côté des applications, avoir des vraies maisons de la mobilité où on apprend aux personnes à la fois à utiliser les transports publics, comment ça fonctionne, comment les distributeurs fonctionnent, et éventuellement comment utiliser les applications aussi. Et on voit bien que ce parcours-là, il n'est pas forcément naturel, surtout pour des gens isolés. S'il y a une famille, s'il y a des enfants, ça aide. Si tout ça n'existe plus, et je soutiens complètement ce qui a été dit par Sophie, on l'a en mobilité, il y a un vrai enjeu d'aménagement du territoire en France. On est probablement l'un des territoires les moins denses possibles. Notre développement aujourd'hui des grandes métropoles a fait qu'on a rejeté en périphérie, dans des zones très très peu denses, dans des zones pavillonnaires, une grande partie de la population qui va y vieillir
Et c'est très compliqué d'organiser des transports structurés, ça coûte très très cher, et on a un vrai enjeu du rural en France. Il faut rappeler que la création d'emplois pendant les dernières années, ça a été 9 métropoles en France, 85% des emplois. Il y a une partie de départements qui créent, puis il y a 60% de départements qui détruisent des emplois. Donc on a une déstructuration du tissu en France qui fait qu'on a un vrai enjeu de réaménagement du territoire qui est vrai en matière d'énergie, qui est vrai en matière de transport, mais qui va être criant en matière également de vieillissement. Merci beaucoup. Bruno Arbois, il y a une apparente contradiction entre deux réflexions qui ont été faites depuis ce matin. Sophie Boissard nous disait qu'il y a nécessité sans doute de redensifier, en tout cas de rapprocher les seniors des centres urbains. Et la ministre nous disait tout à l'heure que la ville, le rythme de la ville n'était pas toujours adapté aux personnes âgées, ce dont on peut peut-être discuter. Mais en tout cas, vous, à Action Logement, comment est-ce que vous vous questionnez et quelles réponses vous apportez sur ce sujet? Sophie Boissard nous invitait à repenser le modèle urbain dans cette perspective de la société du vieillissement. Oui, alors écoutez, Action Logement, vous le savez, c'est un groupe paritaire dont l'ADN est le lien emploi-logement. Et à ce titre-là, depuis de très nombreuses années, on est focalisé tout particulièrement sur le sujet de l'entrée dans l'emploi pour essayer d'apporter des réponses à cette précarité, à cette zone grise, et donc qui flèche plus particulièrement les jeunes. Depuis peu, les partenaires sociaux, de façon assez consensuelle, ont identifié la question du vieillissement. Donc l'idée, c'est d'accompagner les salariés tout au long de leur vie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, vous le savez, on a initié une réforme importante là, il y a maintenant 2 ans, et on a en fait trouvé, dans l'héritage de la restructuration de nos actifs, un patrimoine de plus de 500 structures EHPAD accueillant donc des personnes âgées. Et donc, à la fois, il fallait répondre à ces orientations stratégiques qui étaient nouvelles pour nous, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, qui est un vrai sujet de société, et en même temps, voir de quelle façon ça accompagnait l'ambition que nous portions à travers cette réforme. Alors, si vous voulez, notre intervention, elle est liée à nos 2 métiers. On est d'abord un bailleur social. On possède en propre plus d'1 million de logements et on loge à peu près, avec nos droits de réservation, de l'ordre de 4 millions de personnes. Globalement, on peut considérer que 30% de ces personnes logées dans le parc social ont plus de 60 ans, sont à la retraite. Donc on a un vrai sujet d'abord de qu'est-ce qu'on apporte aux locataires vieillissants. Et alors il y a de multiples initiatives qui notamment sont prises, l'aménagement intérieur. L'aménagement intérieur, etc. Au-delà de ça, j'ai une conviction profonde, c'est qu'il faudrait que nous puissions intégrer dans la quittance du service. Pour avoir dans une vie intérieure porté les ambitions gouvernementales en matière de service à la personne, on sait que dans l'économie de ces services, la question du temps de transport est majeure. Donc si on est capable d'apporter des services dans une résidence dans laquelle on a 30% de personnes âgées, évidemment que le sujet sera économiquement beaucoup plus facile. Et quels sont les obstacles sur ce sujet aujourd'hui? On a un sujet d'obstacle, j'allais dire d'abord économique et culturel. C'est pas des bailleurs sociaux, le sujet du service à la personne n'est pas complètement le leur. Donc l'idée, c'est pas tant de demander à ces bailleurs de faire, mais plutôt de trouver les partenariats. On a la chance en France d'avoir des réseaux associatifs et privés d'ailleurs qui se sont mobilisés, qui se sont professionnalisés là-dessus et que nous pourrions mobiliser. Le deuxième axe, vous savez qu'on est un financeur. Et on a fléché deux grandes orientations. Un premier sujet qui est notre légitimité professionnelle, c'est d'abord le bâti, les murs. On a peu de légitimité à intervenir dans l'accompagnement social, médical, etc., et que d'autres font et qui le font beaucoup mieux. Donc on va se désengager de là où nous sommes en matière d'exploitation, et par contre, donc, on va investir fortement. Donc, on créera d'ici la fin de cette année donc, une foncière qui sera dédiée donc, au portage des murs, plutôt sur le champ de l'économie sociale et solidaire. On sait qu'il y a de très nombreuses collectivités locales, de mairies, de CCAS, qui sont souvent détenteurs de murs, dont on sait qu'ils sont dans un état d'obsolescence souvent important. Donc l'idée, c'est d'accompagner
l'ensemble des acteurs, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, à ce que nous investissions à leur côté pour porter donc cette ambition. Le deuxième point, c'est que des salariés, il y en a majoritairement dans le parc privé. Et donc, on a lancé une mesure, là, il y a maintenant un mois, de flécher une subvention aux ménages modestes, donc 2 fois le SMIC. C'est une population cible de l'ordre de 2 500 000 personnes à peu près. On met 1 milliard d'euros. Et donc, c'est porté par à la fois Agnès Buzyn et par le ministre du Logement qui nous accompagne. Donc, pour proposer un plan d'investissement massif de 5 000 euros de subvention, hein, c'est pas du prêt, c'est de la subvention, fléchée donc pour la rénovation, en particulier des sanitaires. On sait que la question des accidents domestiques est une vraie calamité. Et donc qui débouche souvent sur la perte d'autonomie. La perte d'autonomie, voilà. Là-dessus, peut-être Sophie Boissard. Oui, je voudrais juste peut-être rebondir sur ce que vous aviez dit. Je ne voudrais pas que vous vous mépreniez. Je ne suis pas en train de plaider pour de pousser les seniors à revenir dans les grandes villes. Je pense en revanche que la question des centres-bourgs et des centres de petites villes est clé. C'est ça que je veux dire. Et c'est d'ailleurs traditionnellement notre forme d'urbanisme à l'échelle européenne, depuis l'époque romaine. C'est comme ça aujourd'hui que les pays qui sont plus en avance que nous sur cette prise en compte du vieillissement et sur ce maintien à domicile, dans des parcours de type domicile, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, encore une fois, avec une tradition de béguinage qui n'est autre finalement qu'un sous-quartier adaptés à une communauté de personnes vieillissantes, mais qui sont dans la ville. C'est comme ça qu'on arrive à maintenir des écosystèmes de services qui sont viables parce que suffisamment denses. Vous voulez dire que sur ce point-là, le vieillissement est une chance pour nos centres-villes? Parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, on l'a vu que c'était un des éléments majeurs de la crise des Gilets jaunes, cette perte de substance aujourd'hui de tout ce qui ont été des villes petites et moyennes, historiquement florissantes, et qui ont été des centres d'activité, les chefs-lieux de canton, nos fameux chefs-lieux de canton. Le fait qu'on n'y arrive plus à y trouver des services de type magasin, de type cabinet médical, pharmacie, tout ce qui permet en réalité le maintien à son domicile et finalement la vie quotidienne, c'est aujourd'hui un élément majeur de risque sur ce vieillissement. Mais il y a aussi des solutions qui existent et je voudrais peut-être juste partager une initiative qu'on a prise maintenant depuis 2 ans avec la Banque des Territoires, donc le groupe Caisse des dépôts d'un côté et avec Crédit Agricole Assurance de l'autre. On a créé une foncière spécialisée, ça s'appelle AGVI. Et nous construisons, on a 3000 projets aujourd'hui en cours de développement, justement dans ces chefs-lieux de canton divers et variés, des petites unités de vie, c'est 8 personnes, un logement pour une auxiliaire de vie qui habite là avec sa famille. Donc on a vraiment sur un même lieu à la fois des personnes fragiles, on va dire, qui ne peuvent plus en tout cas rester dans leur maison parce que c'est trop isolé ou trop dangereux ou pas adapté, que ça coûterait trop cher d'adapter, qui viennent vivre là. Elles vivent ensemble, finalement en communauté. Les repas sont préparés, on fait les courses à côté. Les repas sont préparés en commun. Chacun a son jardin, donc c'est tout de plein pied. Et on construit, qui plus est, donc systématiquement avec des matériaux éco-durables. On est en train de lancer aujourd'hui toute une série de projets en bois. Donc on est, je dirais, pertinent d'un point de vue urbain et construction. On est très pertinent du point de vue du service et du maintien dans une forme de domicile adapté. Et on crée de l'activité dans des centres-bourgs, des chefs-lieux de canton, qui sont ravis de nous voir arriver parce qu'avec l'investissement qu'on fait, nous, ça leur permet de réfléchir plus largement à un redéveloppement de leur centre-ville ou un aménagement, maison médicale, etc. Et c'est une solution qui est économiquement viable, financée vraiment par des financements privés, mais qui est pensée avec des coûts de service qui sont accessible à la moyenne des retraités, puisqu'on parle d'un loyer de 500 € à peu près. Et derrière, il y a le coût de la nourriture qui est payé à l'euro, et puis le temps de présence individuelle de l'auxiliaire de vie. Donc on est sur du, tout compris, 1200, 1500 € par mois. Et combien vous en avez des maisons de ce type? Alors aujourd'hui, on en a 50. On est en train d'en développer 300. Ça va à toute allure et on voit à quel point ça répond à une demande
très simple des territoires et c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire très vite. Donc voilà, il y a beaucoup de solutions. Thierry Mallet. Non, c'est juste pour dire que cette réappropriation des petits centres, des centres des petites villes, je pense en particulier au programme Cœur de Ville, est une véritable opportunité. Il y a 220 villes qui sont accompagnées aujourd'hui par la Caisse des dépôts et qui sont un fantastique terroir dans lequel on peut réinstaller effectivement des personnes âgées, mais des jeunes, des universités, de recréer de la mixité. Et à partir de cette densité qu'on recrée, c'est beaucoup plus facile d'ajouter des services, qu'il s'agisse d'ailleurs de transport public, des services à la personne, des services d'éducation, et de créer également ce travail collectif, puisque du coup, les générations peuvent s'aider entre elles. Et donc je pense qu'il y a en même temps, derrière toute notre réorganisation en France, un vrai enjeu de réapproprier ce centre-ville, de fuir un peu cette ville, la périphérie, cette ville où il n'y a pas grand monde, pour se reconcentrer dans des villes où on arrive à recréer des noyaux de vie importants. Et ça permet de redémarrer des petites lignes de la SNCF, ça permet de faire des lignes de car, ça permet de faire des tas de choses qu'on a du mal à faire en France du fait de notre structure qui est très très peu dense. On est 2 fois moins dense que l'Allemagne, d'où la nécessité effectivement de recréer cette densité qui a existé effectivement, qu'on a perdu et qui est un bien historique qui à mon avis est très important pour demain. Il y a un point donc, sur lequel je voulais revenir. Merci beaucoup Thierry Mallet. On vous laisse filer. Merci infiniment en tout cas d'avoir été présent avec nous ce matin. Un point peut-être avec vous, Alexandre Viros. Nous pointions tout à l'heure avec la ministre le risque des nouvelles technologies. Elles sont une chance, mais elles sont aussi un risque de déshumanisation. De là où vous êtes, chez e-Voyageurs, quel est votre point de vue sur ce risque ? Encore une fois, le point de vue, c'est qu'il ne faut pas faire des généralisations globalisantes qui veulent un peu rien dire. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie qui est une opportunité et pour les personnes de plus de 60 ans et aussi pour ce business du numérique d'arriver à leur parler correctement. Comme je disais, il y a quand même un taux d'adoption de l'app mobile qui est très fort chez les seniors, qui est même un petit peu au-delà de ce qu'on voit dans la moyenne. Donc ça veut vraiment dire qu'on a toute une partie de ce segment-là qui l'a pleinement adopté. Deuxièmement, alors parfois, effectivement, avec l'âge, il peut y avoir, on voit moins bien, on entend moins bien. On a développé, nous, un certain nombre d'outils, soit avec des startups, soit en interne, qui permettent de corriger ce qu'on voit à l'écran quand c'est moins visible. On a des outils pour les malentendants. On a un testeur chez nous qui est un testeur malvoyant. Et dernière chose qui est intéressante, c'est que nous, dans nos métiers numériques, on fait beaucoup de choses avec les clients. C'est-à-dire on réunit 100 clients tous les mois pour travailler sur des sujets spécifiques. Et donc là, on a des groupes de travail spécifiques seniors qui nous disent quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont pleinement partie prenante de la construction de nos produits numériques. Vous êtes soucieux du fait que ce ne soit pas un facteur d'exclusion pour eux ? Non, parce que encore une fois, c'est-à-dire que non seulement, faut pas que ce soit excluant, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une opportunité, en fait. Parce que quand on voit que il y a aussi tous ceux qui voyagent de plus en plus, tous ceux qui sont consommateurs de services, tous ceux qui adoptent très bien le numérique. Encore une fois, dans notre écosystème, je ne veux pas faire une vision trop idyllique, mais je veux juste contraster un petit peu ce qu'on peut raconter de manière un peu radicale. Il y a vraiment une partie qui sont des suradaptés du nouveau monde et qui profitent pleinement du temps libre qu'ils ont à leur disposition. Puis de l'autre côté, c'est ce qu'on disait, c'est là il y a un peu les laissés pour compte, mais eux, ils sont les victimes d'une triple fracture en fait, qui est spatiale, numérique, parce qu'ils n'ont jamais vraiment travaillé avec, et puis démographique, puisque en prenant de l'âge, ils sont de plus en plus seuls. Et c'est ça qui est beaucoup plus compliqué. Alors, il y a des initiatives, on en parlait à l'instant, il peut y avoir des initiatives autour des gares. Hein, j'ai entendu la remarque malicieuse sur les petites lignes, mais enfin, on fait des choses avec les gares qui peuvent devenir aujourd'hui des centres de services publics. Il y a des projets 1001 gares où on peut faire de l'éducation au numérique pour un petit peu tout le monde. Et donc ça fait partie des choses qu'il faut qu'on développe, on en est pleinement conscient. Et encore une fois, le numérique n'exclut pas l'humain. Enfin, le numérique, c'est simplement qu'on a mis sur des écrans des choses qui passaient par d'autres interfaces. Et il peut y avoir des gens qui accompagnent au numérique. Mais gardons bien en tête qu'il y a vraiment un contraste très 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 fort entre ces deux populations, un peu selon les 3 axes de fracture que j'ai exprimés. Et Sophie Boissard, je voulais vous entendre sur cette question des nouvelles technologies. Comment est-ce qu'elles peuvent aider les personnes âgées aujourd'hui à vivre plus longtemps de manière autonome ?
Alors, je pense qu'il y a deux formes de numérique. Il y a le numérique actif dont Alexandre vient de parler et qui effectivement suppose d'être un geek ou en tout cas aider à le devenir. Et puis il y a tout ce que le numérique passif peut permettre de faire. Et là, je pense que c'est-à-dire de créer des environnements facilitants et plus sûrs pour qu'une personne fragile ou potentiellement préfragile, pour reprendre une terminologie canadienne, puisse être très vite aidée en cas de besoin. Et donc ça, c'est très simplement les détecteurs de chute. Savoir que si vous chutez dans votre salle de bain, ce qui est le cas le plus fréquent, eh bien, quelque part auprès d'un tiers de confiance, un signal se déclenche et on va pouvoir intervenir. C'est les détecteurs d'incendie, autre risque ultra classique quand on est au domicile. On laisse sa plaque électrique ou son gaz allumé et puis avec tout ce qui peut s'en suivre. Et puis c'est tout ce qui permet de maintenir des liens, y compris on voit bien pour les personnes âgées, c'est parfois difficile de reconnaître à la voix qui vous appelle. Et du coup, comme c'est difficile, vous téléphonez plus ou moins. Et comme vous avez moins de contacts, vous vous isolez, etc., etc. Le fait, il y a aujourd'hui des technologies très simples, très ergonomiques, qui permettent finalement de construire des formes de Skype dans lequel vous avez juste très simplement appuyé sur un bouton pour être en contact avec votre fils, votre fille, votre petit-fils. Le numéro est déjà préenregistré. Et le fait d'avoir l'image en plus du son va permettre vraiment de continuer ce dialogue et puis aussi de voir comment la personne va, aussi de pouvoir avoir aussi tout le non-verbal. Donc pour nous, opérateurs de santé, c'est évidemment un élément clé du maintien à domicile et de pouvoir continuer à intervenir à bon escient. On teste actuellement, on a lancé une plateforme qui s'appelle Oriane et qui en fait combine le fait d'équiper, de connecter le domicile d'une personne donc, qui vit seule, qui est autonome, avec un tiers de confiance, en l'occurrence une infirmière, qui va appeler régulièrement pour savoir comment ça va, si les rendez-vous de médecin ont été faits, s'il n'y a pas de problème particulier, plus une intervention physique à domicile d'une ou d'un auxiliaire de vie pour aider. Et donc, ça crée finalement une façon très simple de combiner finalement les différentes aides dont on peut avoir besoin. Et le numérique, là, facilite. Et puis, on peut stocker et partager les informations avec, cette fois-ci, le proche qui va être l'aidant désigné. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple de des bénéfices que ça permet, et je souscris tout à fait à ce qu'a dit Agnès Buzyn sur le fait qu'il ne faut surtout pas déshumaniser, mais aujourd'hui, dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social, beaucoup du temps des soignants est utilisé à des choses inutiles et fatigantes. Typiquement, quand vous faites toute la nuit des tournées régulières pour voir s'il n'y a pas de problème dans la chambre, vous risquez de réveiller la personne qui dort. Vous venez une fois toutes les heures, mais si s'est passé quelque chose entre-temps, vous ne le savez pas. Et donc, de pouvoir, et on a aujourd'hui en train d'équiper tous nos établissements, que ce soit des maisons de retraite ou des cliniques de ce type de technologie, d'avoir des détecteurs de chute et de savoir qu'il s'est passé quelque chose pour pouvoir intervenir dans la seconde plutôt que de s'en remettre à la tournée, ça change évidemment tout. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire moins de stress pour les soignants, ça veut dire d'être plus pertinent dans les interventions et globalement, ça permet aussi à l'équipe de partager en temps réel, savoir oui, le médicament a bien été dispensé en temps et en heure, oui, l'examen qui devait être fait, le médecin est bien passé, c'est fait, je le sais, et cette information est partagée sur des plateformes digitales. Donc pour moi, le digital est un facilitateur qui va changer complètement la manière d'accompagner au long cours des malades chroniques et donc qui peut vraiment faire un saut qualitatif énorme dans la qualité de travail des soignants. Il ne nous reste que quelques minutes. Je voulais, Bruno Arbouet, revenir un tout petit peu en arrière avec vous pour savoir comment vous situez par rapport à cette question qui a été soulevée de la localisation de l'habitat, du logement aujourd'hui, notamment dans les villes de taille moyenne, dans les centres-villes. Comment est-ce que vous, chez Action Logement, vous vous situez sur cette question ? Alors, on parlait du programme Action Cœur de Ville. Vous le savez qu'on en est un financeur majeur puisqu'on porte toute la partie logement et ça concerne effectivement plutôt des personnes âgées. Donc, deux remarques. On a un premier sujet qui est, vous savez, au sein du parc social, on a une garantie du maintien dans le parc, ce qu'on appelle... Or, 30% de nos publics sont vieillissants, sont souvent dans des logements qui sont plus adaptés au regard de leurs besoins.
Et on a un vrai sujet qui ne peut se faire que sur la base du volontariat aujourd'hui, en l'absence de toute réglementation qui l'autoriserait, d'accélérer la mobilité au sein du parc. Et donc on travaille à des solutions de comment on propose à des personnes vieillissantes sur Paris, qui habitent, les enfants sont partis, donc qui habitent un logement trop grand, comment on leur propose un logement mieux adapté à leurs besoins, éventuellement dans le sud de la France ou en province. Donc on a ce premier sujet, et qui est évidemment qui a des effets vertueux, puisque ça permet de libérer de la place. Et le deuxième point, en termes d'innovation, en termes de localisation, on a le sujet de les nouveaux EHPAD. Je ne suis pas un professionnel, Sophie me corrigera, mais les nouveaux EHPAD ne seront pas la reproduction des anciens établissements d'hébergement. On pense plutôt à des plateformes de services dans lesquelles la personne âgée va pouvoir résider dans un logement familial adapté et venir se déplacer l'après-midi pour de l'activité ou des soins. Intergénérationnel. Et un deuxième sujet qu'on n'a pas nécessairement évoqué, on a tout le sujet du logement des aidants. Alors, à la fois des professionnels et évidemment des aidants qui peuvent être des proches familiaux. Et là aussi, donc, on travaille à voir dans la nouvelle foncière là, sur laquelle on commence à investir, de voir de quelle façon on peut porter ces éléments d'innovation en termes de bâti. Merci beaucoup. Il va falloir qu'on conclue. Cette question des aidants, elle a été soulevée tout à l'heure. J'ai fait une dernière question, peut-être totalement incongrue. À la SNCF, est-ce qu'on peut réfléchir, par exemple, à une carte de réduction pour les aidants, par exemple ? Oui, on peut réfléchir à une carte de réduction pour les aidants. On est là pour réfléchir. Oui, absolument. Donc c'est pour ça, merci à ce club d'exister pour nous donner des idées de ce type-là, parce que sinon on les aurait pas eues. Non, mais... Bon, merci beaucoup à tous les trois. Je remercie encore Thierry Mallet. Merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur ces questions de l'habitat et de la mobilité.